tu positionnes même la disposition. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Désolé pour ces difficultés techniques. On a dû interrompre un moment pour revenir encore en live. Bonsoir Jonathan, bonsoir Kevin. Est-ce que vous allez bien? Vous m'écoutez? Bonsoir, bonsoir. Oui, je suis en mesure de t'écouter là. Tout va très bien chez toi? Oui, ça va aussi chez moi. Oui, bonsoir Aimé. Ça va très bien de mon côté. Et le plat également pour toi? Oui, tout va bien, Oui, tout tout va va bien, bien. tout va bien. Merci encore une fois d'avoir participé dans ces lives. Bientôt là, on va commencer notre live dans ce sens-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Salut encore Jonathan, salut Kevin, j'espère que cette fois-ci tout va bien maintenant. Nous nous excusons tout simplement pour ces soucis techniques qui arrivent à tout moment contre nous et nous demandons tout simplement nos excuses. Alors je pense qu'on peut commencer à mieux notre live d'aujourd'hui et bienvenue encore dans notre live. Salut Jonathan, salut Kevin, j'espère avoir vos retours pour avoir une confirmation finale. Oui, bonsoir Aimé, salut. Salut Aimé, ça va bien. Tout va bien par maintenant. Là. Merci beaucoup. Alors, bienvenue encore dans notre live. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes ravis. Nous sommes ravis tout simplement de pouvoir vous accueillir pour une session en direct sur un sujet très important et crucial pour les étudiants étrangers, sur les nouvelles réformes de l'immigration canadienne surtout. Alors, étant étudiant, vous vous demandez sûrement, ou bien vous êtes à cœur sur les changements qui peuvent avoir un impact significatif sur votre parcours éducatif au Canada. Et au cours de cette session, nous allons explorer les profondeurs des dernières mises à jour, les implications pratiques et tout ce que vous devez savoir sur tout ce que vous devez savoir pour naviguer avec succès dans ces nouveaux paysages, dans vos projets d'études. Alors, vous vous demandez quelles sont les conditions d'admissibilité actuelles, les modifications au visa d'études ou encore les opportunités post-travail. En tout cas, il y a plusieurs questions que nous avons reçues des étudiants. Je vous dis que ne cherchez plus loin, car nous allons aborder tout au long de cette discussion bien toutes les questions. On va tout simplement répondre impérativement pour vous aider à pouvoir mieux savoir comment ça va se passer. Alors, préparez vos questions et rejoignez-nous pour une information inspirée, prêt à faire face à chaque changement ensemble. N'hésitez pas à partager cette session et avec d'autres étudiants qui pourraient bénéficier de ces informations. C'est parti pour tout ce que vous devez savoir sur une nouvelle réforme de l'immigration canadienne pour les étudiants étrangers. Au cours de cette discussion, comme je l'ai dit, nous serons accompagnés par Jonathan Poto, qui est expert en immigration et mentor chez RDC Études. Nous serons également accompagnés par M. Kevin Diasonama, qui est aussi mentor chez RDC Études. Alors, sans pour autant prendre beaucoup plus de temps, je vais tout simplement commencer par Jonathan, qui pourra tout simplement nous éclaircir sur les implications sur les nouvelles réformes de l'immigration canadienne, parce qu'il y a plusieurs questions, il y a plusieurs choses qui ont été changées, notamment, je vous rappelle, au cours de l'année 2023, il y a plusieurs étudiants congolais de l'Afrique francophone qui ont fait leur demande et qui ont tout simplement abouti. Mais il y a eu des pressions côté immigration parce qu'il fallait chercher de logement, il fallait répondre à plusieurs pressions des étudiants étrangers. Eh bien, l'immigration canadienne a tout simplement en train de mettre quelques points sur les i pour bien répondre aux exigences que les étudiants étrangers et pour leur permettre de pouvoir arriver tout simplement au Canada. Alors, Jonathan, qu'est-ce qui implique les nouvelles réformes de l'immigration canadienne? Parfait, merci beaucoup Aimé, merci pour cette occasion d'échanger sur quelques points sur la réforme de l'immigration. Il y a énormément beaucoup de changements dans l'immigration comme un tout, mais aujourd'hui on va essentiellement parler de ce qui touche les étudiants internationaux et comment s'y prendre, comment cela les affecte. Alors avant tout, donc c'est toujours bon de comprendre le contexte, dans quel contexte le Canada vit présentement, comme tu l'avais bien expliqué avant. Donc là, ça permet de mieux comprendre ces nouvelles mesures. Donc il y a plusieurs faits, il y a plusieurs situations qui se passent au Canada, entre autres la crise des logements. C'est vrai, il y a pénurie de main-d'œuvre, il y a l'inflation, il y a plusieurs choses au même moment. Et ces choses
font en sorte que le pouvoir public, il y a comme une certaine pression. Et on doit se le dire. Donc, en termes de chiffres, l'année dernière, il y a eu autour de 900 000 personnes admises au Canada. Donc, c'est comme près d'1 million de personnes, de nouvelles personnes qui sont arrivées au Canada. Ce qui fait que cela a été un point très important à considérer, qui a fait en sorte que le pouvoir en place a dû prendre certaines mesures importantes. Alors, parmi ces mesures, il y avait l'idée de limiter le nombre des étudiants internationaux. Ça, c'était un point parce qu'on doit se le dire, il y a eu beaucoup de fraudes qui ont été révélées, énormément de fraudes. Plusieurs étudiants qui venaient sans de lettres d'admission. Il y a eu plusieurs personnes qui ont, en termes simples, profité du système. Et l'immigration a été critiquée parce qu'il y a eu beaucoup de preuves qui se sont vues sur le net. L'immigration devait agir. Et puis, cela a commencé depuis l'année dernière. Depuis le 1er décembre, d'ailleurs, l'immigration a instauré un système de vérification de lettres d'acceptation. Et puis, non seulement ça, l'immigration, encore au mois de décembre, ils ont annoncé de nouvelles mesures pour le frais. Ils ont augmenté le frais et tout. Mais l'immigration ne s'est pas arrêtée là. C'était le lundi de cette semaine que l'immigration a annoncé encore énormément de changements. Alors, je vais les résumer basiquement en 4 points, 4 grands points, et puis on va commenter chaque élément. Le point le plus important, c'est les plafonds pendant 2 ans de nouveaux permis d'études qui seront émis. Alors, les gouvernements ont plafonné ces permis autour de 360 000. Rappelez-vous, je mentionnais que l'année dernière, on était autour de 900 000 personnes admises. Alors là, l'immigration cette année, l'objectif est de limiter ce nombre à 360 000. En termes simples, il y aura beaucoup de refus par rapport au nombre. Donc, si comme on dit, toutes choses restant égales par ailleurs, si rien n'a changé par rapport au nombre de demandes de l'année passée, cette année, il y aura énormément de refus, compte tenu du nombre qui a été limité. Et puis, considérant qu'il y a toujours des gens qui veulent venir au Canada, le Canada attire beaucoup de gens, il y aura beaucoup de refus certainement. Et puis, le deuxième point important aussi qu'on va évoquer, c'est la lettre d'attestation. Alors, le gouvernement a instauré une lettre qui est à effet immédiat, donc depuis le lundi. Donc, il faut absolument avoir cette lettre. C'est que malheureusement, les provinces n'ont pas encore mis en place cela. La province du Québec, elle était initialement épargnée, mais là, selon les dernières nouvelles, la province du Québec aussi, même si vous allez étudier au Québec, bien que vous avez besoin d'un CAQ, il faut avoir cette attestation. En termes simples, aucune personne ne peut faire une demande d'admission, de permis d'études. Maintenant, là, d'autant plus que personne ne peut avoir cette lettre, d'autant plus qu'aucune province n'a encore mis ça en place. Les provinces sont jusqu'au 31 mars. Techniquement, on attend à ce que des demandes de permis d'études puissent continuer à partir de là. Pendant ce temps, c'est en suspension. Et puis, une autre mesure encore qui est très importante et qu'il y aura plus de permis de travail post-diplôme aux étudiants qui font partie d'un accord d'utilisation de programmes, des licences. C'est comme des partenariats entre des collèges publics et privés. Il y a des listes de l'immigration publique, des listes de ces institutions-là dans leur site. Ces institutions ne seront plus en mesure, leurs étudiants ne seront plus en mesure d'avoir le permis de travail post-diplôme, qui est un permis de travail qui est offert aux étudiants quand ils finissent leurs études. Donc, cela aussi va affecter pas mal de gens. Juste en termes de chiffres, je suis en train de consulter ce matin. Sur 100% de permis de travail post-diplôme émis au Canada, la majorité, plus de 85%, vient des institutions publiques et en partenariat avec le privé. Ce qui fait que les universités privées en soi, eux, ils ne sont pas concernés en ça parce que d'abord, le nombre, c'est aussi faible, autour de 16%. Ce qui fait que dans ça, donc, on va attendre les actualisations de l'immigration pour avoir des suites par rapport à ça. Et puis, un dernier point aussi important est que le permis de travail ouvert aux conjoints ou conjointes des étudiants du premier cycle ne seront plus éligibles pour avoir un permis de travail ouvert comme c'était avant. C'est-à-dire, un étudiant pouvait être accompagné avec son mari ou sa femme ou son conjoint et les enfants, mais dorénavant, ça sera plus possible.
de le faire. Et puis, un autre point aussi important à considérer, on va justement parler de ça avec des questions et tout. Et pour le francophone, parce que la plupart des gens qui nous suivent, là, ce sont des francophones. Et il y a un point important à considérer et qu'avec la limitation que le gouvernement a mentionnée de 360 000 personnes à atteindre, le gouvernement va distribuer ça par chaque province. Et on le sait, au Canada, la province francophone, la seule, c'est seulement le Québec. Et puis les autres, c'est plus à prédominance anglophone. Cela étant, indirectement, il y aura comme une discrimination entre les institutions. Donc, les gens qui vont aller étudier en français dans d'autres provinces, ils seront en principe discriminés. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu certaines discussions qui se disent que l'immigration est en train d'étudier comment établir un volet francophone spécifique dans d'autres provinces. Mais rien n'est encore dit jusque-là. Ce sont dans des discussions parce qu'ils sont en train de voir la faisabilité, d'autant plus que ça serait de la responsabilité de chaque province de définir quel nombre d'étudiants doivent être admis par chaque institution. Donc, c'est vraiment des discussions encore en cours. Donc, ça, c'était pour une petite introduction par rapport aux 4 grands points. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jonathan, pour nous donner, en tout cas, l'aperçu général sur ces changements. En tout cas, on remarque que ce sont des changements majeurs. Moi, je dirais même que ce sont des changements clés. Parce que dans votre speech, tout simplement, vous avez parlé qu'il y a eu des enquêtes qui se sont faites par l'immigration et qui ont fait en sorte que l'immigration puisse mettre un peu plus de ceinture sur leurs conditions d'admissibilité au Canada. Alors, dans ce sens-là, vous avez parlé d'un plafond. C'est-à-dire, au cours de cette année, en 2024, il y aura uniquement approbation de 360 000 permis d'études. À quel moment ça pourrait commencer et pourquoi peut-être l'immigration va tout simplement mettre ces points sur... ça s'élargit tout simplement, si je comprends bien, sur tous les pays, en tout cas, qui font des demandes. Alors, nous, étant que peut-être en RDC ou bien les étudiants peut-être africains, quelle est l'implication directe qui va survenir sur ce plafond qui a été mis? Parce qu'en sachant qu'au Congo ou bien en Afrique, on connaît ce qui se passe avec des fraudes, on les martèle souvent chez nous, dans notre entreprise, et toutes ces personnes qui font toujours des demandes, qui ne remplissent pas toujours de conditions qu'ils essaient. Quelle est l'implication directe qui va survenir avec ce plafond de 360 000 permis d'études, surtout pour les étudiants congolais? Parfait, ça c'est une très bonne question et l'implication elle est directe déjà normalement pour tous les étudiants et pour les étudiants francophones du Congo, même anglophones aussi. Il y a une nuance. D'abord, la première des choses, cette limitation affecte uniquement les étudiants du premier cycle au Canada. Donc, les étudiants de cycle supérieur, maîtrise et doctorat ne sont pas dans ça. Et on doit se le dire. Donc, la plupart des étudiants qui viennent aussi, plus de 80%, ce sont des étudiants du premier cycle. Donc, les étudiants pour le deuxième cycle, c'est vraiment très rare. C'est comparé avec les étudiants du premier cycle. Et puis, les exigences aussi sont un peu avancées, quoi. Alors, pour les étudiants congolais, comme vous avez posé la question, vous avez évoqué le point de la fraude et tout. J'aimerais un peu expliquer le contexte dans lequel les demandes sont traitées. Alors, au Canada, imaginez-vous, dans une année, il peut y avoir comme 3 millions de demandes. Donc, c'est pas facile pour que des gens, des humains traitent les demandes. C'est pas faisable. Il y a énormément de demandes. Il y a un système qui a été développé par l'immigration. Le nom du système, c'est Chinook. Ce système-là traite des demandes électroniquement. Alors, ce qui fait qu'avec ça, les systèmes essayent d'apprendre. C'est comme ils apprennent sur le demande précédente pour faire des décisions, pour faire des analyses automatiquement, pour faciliter l'agent dans la prise des décisions. Alors, ce qui est arrivé que si les taux de refus dans un pays est déjà élevé, malheureusement, la tendance va toujours s'accroître en fait dans le système. Ça, c'est un point négatif parce que quand on voit les pays africains, principalement la RDC, le taux de refus est très élevé, c'est autour dans le 70%. Donc, c'est vraiment très élevé le taux de refus pour le permis temporaire, donc les visas temporaires. Donc là, on fait allusion au visa d'études, visa de visiteur, visa de travail.
Alors, par rapport à ça, il y a aussi un autre élément important. Les éléments de fraude constatés par l'immigration à l'endroit des étudiants congolais, ça implique des interdictions des territoires. Tout ça, ce sont des flags, des drapeaux rouges dans le système. Et puis, il y a un autre élément aussi. Il y a eu beaucoup d'étudiants, des nombres de demandeurs d'asile au Canada, bien que récemment, vous avez suivi, le chemin Roxham a été fermé. Malheureusement, le nombre de demandeurs a encore doublé, en fait, alors que l'immigration, ça a tendance à ce que les nombres se réduisent. Malheureusement, les nombres ont augmenté. Les nombres ont augmenté parce que les gens qui viennent par l'aéroport, qui viennent avec des visas visiteurs, des visas de travail, visas d'études, ils demandent l'asile au Canada. Et ces informations, comme on venait de le voir aussi récemment dans nos forums là, d'experts en immigration, dans l'analyse des demandes, le fait qu'il y a le nombre de résidents de ces pays demandent plus d'asile affecte même l'analyse. Quand on voit dans les pays africains, la RDC, selon les statistiques, il y a plusieurs Congolais. Le nombre de demandes d'asile est quand même élevé des originaires de la RDC. Cela affecte directement toutes les demandes temporaires, visa d'études, visa de travail, visa de visiteurs. Cela étant, avec la limitation de nombre, on ne sait pas comment d'abord cela va être distribué par province parce que ce n'est pas encore très clair. Supposons, on va faire un calcul simple là, supposons que chaque province, je dis n'importe quoi, a 50 000 personnes ou 100 000, 50 000 visas qui doivent admettre au Canada. Dans les 50 000, évidemment, ça va être distribué par province, par institution. Chaque institution va par la suite déterminer combien vont aller dans telle ou telle institution. Maintenant, lors de l'analyse, quelqu'un qui a une demande qui vient du Congo et une demande qui vient... Je donne un exemple, par exemple, pour le Brésil ou le Maroc. Malheureusement, cette demande ne va pas être traitée de la même manière. Une demande qui vient des États-Unis, et donc ça, c'est la réalité, en fait, de l'immigration. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs choses quand les gens, surtout originaires de la RDC ou d'autres pays africains, où les taux de refus est très élevé, ils sont malheureusement les plus affectés. Ça, c'est la réalité, en fait, de faits comme ils sont. Donc, alors, par rapport à ça, cette mesure ici va encore affecter d'une manière considérable les étudiants congolais. Pourquoi? Par rapport d'abord à ces deux éléments, déjà les antécédents, c'est-à-dire le nombre de demandeurs d'asile comme un tout augmente en termes de nombre, et puis de l'autre côté, le cas de fraude des interdictions des territoires. Alors, ces deux éléments déjà influencent négativement l'analyse des demandes qui sont effectuées, ce qui fait que même d'autres personnes qui n'ont pas fait de fraude, ils sont affectés, comme le cas de cette limitation. Il y a eu beaucoup des Indiens qui ont profité du système, énormément. Juste en termes de chiffres, sur 100% des étudiants internationaux admis au Canada, plus de la moitié sont des Indiens qui viennent avec des permis d'études. Alors, énormément des Indiens ont fait de fraude. Mais ce n'est pas tous les Indiens. Mais malheureusement, maintenant, là, tout étudiant est affecté par cette décision. De même que pour les étudiants congolais, il y a énormément beaucoup de gens de très bonne foi et malheureusement qui seront affectés par rapport à ça. C'est-à-dire, un étudiant qui peut avoir tous les documents, tout est correct, tout est bien, mais malheureusement, il peut avoir un refus. C'est très possible avec le Canada. D'accord, d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements parce que là, ça devient de plus en plus sérieux, en tout cas, surtout pour les étudiants. Alors, vous devez tout simplement aussi savoir que il y a vraiment beaucoup de critères et certainement, hein, avec ces changements, il y a certainement d'autres critères qui vont s'ajouter. Alors, pour éviter, en tout cas, pour éviter que ça soit pas de refus ou pas, il vous suffirait d'être vraiment très attentif, surtout sur les demandes, demander les experts et demander peut-être des personnes qui connaissent et aussi lisez les informations que l'immigration met à jour chaque jour, hein, dans leur site Internet. Alors, je m'en vais pour poser la deuxième question pour éclairer. Vous avez parlé des lettres d'attestation provinciales. Quelle est la différence avec les CAQ qui existent justement déjà au Québec? Et ça sera effectif à quel moment? Parfait, ça c'est une bonne question. Alors, la lettre d'attestation, comme on l'appelle,
différence avec les CAQ. Les CAQ, pour information, c'est le certificat d'acceptation au Québec. Alors, au Canada, contrairement avec d'autres provinces, le Québec a un statut un peu privilégié, si je peux dire ainsi. Il y a eu un accord comme Canada-Québec qui donne la possibilité au Québec de sélectionner les personnes qui vont être admises au Québec avant le Canada. Ce qui fait que le Québec a ces pouvoirs-là pour les étudiants, des résidents temporaires. On donne le CAQ, certificat d'acceptation au Québec. Pour les résidents permanents, on donne le CSQ, certificat de sélection au Québec. Ça, c'est pour le Québec. La lettre d'attestation, c'est par rapport à la limitation que le gouvernement vient d'instaurer, c'est-à-dire chaque province aurait un nombre bien défini. Alors, la province ne peut pas, supposons la province, vous avez 100 000 personnes, vous ne pouvez pas émettre 200 000 lettres parce qu'il y aura 200 000 demandes alors qu'il y a une limitation. C'est essentiellement par rapport à ça. Initialement, c'est le lundi 22 que cela a été annoncé. C'était annoncé que les étudiants du Québec pouvaient continuer avec le CAQ. Mais aujourd'hui, c'est là l'immigration actualisée. Même les étudiants du Québec, ils doivent avoir, au-delà du CAQ, avoir la lettre d'attestation. Par rapport à l'autre question, vous avez demandé si ça prend effet quand c'est depuis le 22 janvier, c'est-à-dire depuis le lundi. Cela implique qu'aucune demande ne peut être soumise sans cette lettre. Si aujourd'hui quelqu'un a son admission, il a tous les documents, il veut soumettre sa demande, malheureusement sa demande ne sera pas traitée parce qu'il y aura un document qui manque et implicitement il y aura un refus pour cette demande-là. Et c'est là, malheureusement, ce sont plus les étudiants qui sont affectés parce qu'avec le délai qu'il y a, supposons, quelqu'un qui avait commencé les démarches avant et puis il a reçu sa lettre d'admission où il a réuni tous les documents le 22, malheureusement, il ne peut pas attendre parce qu'au moment où nous parlons, aucune province n'a mis en place ces mécanismes-là pour avoir la lettre. Donc, aucune information n'est encore disponible. Quand ça sera disponible, nous ne le savons pas encore. Cependant, l'Immigration Canada a défini une date limite aux provinces jusqu'au 31 mars pour avoir cette lettre-là en place. Techniquement, on peut se dire, bon, du 22 janvier jusqu'au 31 mars, toutes les demandes sont comme en pause aussi parce que les étudiants ne peuvent pas soumettre leur demande de permis d'études. En termes simples encore, pour clore, ça serait une lettre que la province donne à l'étudiant mentionnant que la personne est autorisée, est acceptée à suivre les études dans cette province-là. Merci beaucoup, Jonathan. En tout cas, il y a les informations très, très importantes à retenir, c'est-à-dire les lettres d'attestation provinciales ne sont pas encore disponibles parce qu'on a peut-être jusqu'au 31 mars pour savoir l'effectivité, si ça sera disponible à quel moment. Et à partir du 22 janvier 2024, si vous avez reçu justement une admission à l'université, vous devez patienter les informations qui seront données justement par les provinces qui vont vous montrer les procédures à faire avant de faire soit la demande visa ou bien soit la demande CAQ. Parce que vous avez parlé aussi du certificat acceptation Québec pour les personnes qui sont en train de faire leur demande pour la province du Québec. Donc, mis à part votre attestation, votre certificat acceptation Québec, vous devez avoir aussi votre lettre d'attestation. C'est-à-dire, c'est un autre élément qui s'ajoute. Parce que si vous introduisez votre demande actuellement, alors retenez bien que votre demande sera refusée parce qu'il y aura un élément très, très important qui va manquer. En tout cas, les étudiants, tenez-vous prêts. Ça devient de plus en plus sérieux. Demandez aux experts, écrivez à RDC Études, ils vont vous répondre. Il y a une question, en tout cas, qui vient d'être posée. Je pense que la question va concerner aussi également peut-être M. Kevin. Il y a Mélisse Mouessi qui vient de poser une question, en tout cas. Certainement, peut-être Jonathan va faire un commentaire. Alors, nous avons suivi plusieurs informations qui disent que le Canada ne veut plus d'étudiants congolais. Pourtant, c'est l'un des pays le plus sollicités. Cette décision est-elle vraie? Évidemment, c'est vrai cette décision parce qu'on est en train d'en parler. Si oui, comment feront ceux qui désirent aller au Canada? Parce que beaucoup de personnes craignent pour leur demande. Effectivement, il faut craindre. Il faut craindre parce que avec ces modalités qu'on est en train de mettre,
J'aimerais que Jonathan, peut-être que Kevin puisse commenter sur cette question qui vient d'être posée par Mélisse. Oui, merci beaucoup pour la question. Merci à Mélisse pour cette question. Alors, je pense que Jonathan a été clair avec tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, c'est que les étudiants congolais qui envisagent d'aller étudier au Canada ne doivent pas avoir peur. Mais dans le fond, ce que Jonathan a dit, c'est que le Canada ne refuse pas les étudiants congolais. Ça, c'est une précision. Je pense déjà qu'il faudrait mentionner. C'est seulement que notre pays, la RDC, fait partie des pays où il y a eu beaucoup d'étudiants étrangers congolais qui sont allés étudier au Canada, mais qui malheureusement n'ont pas poursuivi les études et ont fait régulièrement des demandes d'asile pour rester immigrants en permanence au Canada. Alors, compte tenu de tout ce phénomène-là, c'est ce qui a fait que le Congo nos demandes. Il y a eu beaucoup de cas. En conséquence, il y a eu beaucoup de cas de refus des demandes des étudiants congolais. Et ces refus-là ne sont pas forcément liés aux demandes d'asile effectuées par les étudiants congolais qui se trouvent déjà sur le sol canadien, mais c'est seulement en fonction peut-être de la façon dont le dossier des étudiants congolais ont été constitués, et ce qui fait que tous ces cas de refus-là, aujourd'hui, avec l'automatisation des traitements des demandes de permis d'études, qui fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de cas de refus, et ce qui fait en sorte que les étudiants congolais ont quand même, par rapport aux restants des étudiants, moins de chances d'être acceptés. Mais seulement, les étudiants congolais ne sont pas refusés au Canada, c'est une précision. Donc, si un étudiant congolais envisage d'aller poursuivre ses études au Canada, vous pouvez toujours entamer ce projet-là d'aller étudier au Canada. Et bien qu'avec cette nouvelle réforme, c'est vrai qu'en dans les 2 prochaines années, comme nous l'avons dit, les demandes de permis d'études seront encore très sélectives, mais les étudiants congolais n'ont pas à s'inquiéter, puisque le Canada ne refuse pas les étudiants congolais. Voilà. Toujours dans la foulée, Kevin, il y a Havre de la Paix qui vient de poser aussi une question pour savoir. Il vient de dire, l'on devrait donc dans ce cas attendre avant de mettre une demande pour le Canada. En tout cas, pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous ne devez pas attendre, puisque comme je venais de le dire tout à l'heure, le Canada, effectivement, va réduire le nombre de permis d'études accordés aux étudiants, mais vous n'avez pas besoin d'attendre après 2 ans pour aller étudier au Canada. Vous pouvez toujours avoir votre projet d'aller étudier au Canada, mais RDC Études, quand même, nous serons toujours là pour aider les étudiants à faire face à ce nouveau changement-là. Alors, pour ça, comme prochainement, on va peut-être le dire après tout à l'heure ici, c'est que l'accompagnement que RDC Études offre sera justement là pour ça, pour essayer d'orienter les étudiants. Alors, à chaque fois qu'un étudiant envisage d'aller étudier au Canada, nous, ce que nous allons faire de notre côté, c'est vraiment essayer ensemble avec ces étudiants-là d'étudier, donc de voir dans quelle mesure, faire savoir d'abord aux étudiants quelles sont les mesures qui ont été prises, et puis en fonction de ça, nous pourrons à ce moment-là voir comment est-ce que nous pouvons faire pour les accompagner, ou si jamais on pense que ce sera peut-être pas une possibilité, on va voir quelles alternatives par rapport à quelles sont les alternatives que nous pouvons prendre par rapport à ces nouvelles mesures. Merci beaucoup, Kevin. En tout cas, nous allons te revenir parce qu'il y a beaucoup de questions. Je voulais tout simplement revenir vers Jonathan parce qu'il y a un troisième point aussi quand même important que je voulais que Jonathan décortique. Parce qu'à compter du 1er 24, les étudiants étrangers qui commenceraient leur programme
les étudiants étrangers au Canada qui commencent leur programme ne seront plus admissibles à un programme post-diplôme. Alors, quel est leur sort actuellement? Parce que ça aussi, ça touche directement pour les étudiants étrangers qui se trouvent sur le sol canadien. Parfait. Donc, ça, c'est un bon point. Alors, une précision majeure par rapport à ça, c'est pas tous les étudiants dans tous les programmes. Déjà, à la base, comme j'ai mentionné, ces mesures, c'est essentiellement pour les étudiants du premier cycle. Alors, concernant l'émission du permis de travail post-diplôme, là, c'est dans le programme, c'est vraiment un type de programme bien spécifique, c'est-à-dire les étudiants qui sont dans le programme faisant partie d'un accord d'utilisation de programmes publics-privés. C'est vraiment ça, les types de ces institutions-là. Ce n'est pas toutes les institutions qui n'auront plus de permis de travail post-diplôme. C'est uniquement ces genres de programmes. En termes simples, ce sont, par exemple, tu étudies dans un collège qui a un curriculum qui travaille en collaboration avec une autre institution publique. C'est basiquement ça. Donc là, il y a l'immigration va mettre à jour aussi les listes là. C'est uniquement ces programmes-là qui sont visés. Mais bon, par exemple, au Québec, déjà, la majorité des institutions au Québec ne sont pas dans ça parce que ce sont plus des institutions publiques. Et puis, dans d'autres provinces aussi, donc, dépendamment, par exemple, là, c'est pas toutes les provinces qui ont la même réalité. Ça aussi, c'est ça le point. Malheureusement, comme d'autres ministres de l'immigration d'autres provinces, ils étaient en train de mentionner, toutes les provinces sont affectées par rapport aux erreurs de certaines provinces. Même la limitation. La province qui sera la plus affectée, c'est Ontario et British Columbia. Ce sont les deux provinces. Les ministres ont dit que ça sera même plus de 50% de réduction des nombres vers ces deux provinces-là. Parce que ce sont les provinces qui ont eu un nombre très élevé de demandes de permis d'études approuvées. L'Ontario et le British Columbia. Donc, ce qui fait que ces provinces-là aussi ont plusieurs types de ces collèges-là. Contrairement dans d'autres provinces comme dans le New Brunswick, la Nouvelle-Écosse et tout. Donc, c'est vraiment une situation qui, malheureusement, est en train d'être analysée comme tout le Canada, alors qu'en réalité, chaque province, il y a plusieurs réalités dans chaque province, quoi. Donc, au moins par rapport à ça, juste un point très important, c'est pas tous les cycles, tous les premiers cycles, les étudiants qui n'auront plus droit au permis de travail post-diplôme, mais uniquement les étudiants qui étudient dans des institutions qui font partie de l'accord d'utilisation de programmes en privé et puis public. Justement, pour rester tout simplement aussi dans ce point-là, dans ce contexte, parce que vous avez évoqué qu'il y aura des épouses des étudiants étrangers qui seront aussi touchés. Ils seront touchés concrètement dans quel programme aussi? Ok, donc avec ça, la loi est qu'il n'y aura plus de permis de travail ouverts pour les étudiants, pour tous les étudiants. Ça, c'est ce que la loi dit. Cependant, il y a certaines exceptions. Les exceptions, c'est si vous êtes étudiant du deuxième cycle, maîtrise ou doctorat. L'immigration avait mentionné et certains programmes de deuxième cycle et de premier cycle, mais ça, ils viennent aussi de l'enlever ce matin. Donc, il y a le changement qui est constant, en fait. Donc, c'est qui fait que tout étudiant, la règle, tout étudiant ne peut plus venir avec sa famille. Ça, c'est la règle. Les exceptions, si vous êtes dans un programme de deuxième cycle, maîtrise ou doctorat, et là, vous pouvez toujours continuer à bénéficier de ces privilèges-là. Permis de travail ouvert pour les gens qui ne le savent pas, c'est uniquement si votre conjoint étudie, vous avez la possibilité de travailler au Canada en toute légalité, et puis les enfants peuvent aller aux études aussi gratuitement et sans problème. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, il y a une question il y a une question de Gabriela Mapepe qui veut savoir, face à ces changements, les plafonds de 360 000 étudiants et toute la politique d'immigration, surtout qui touche les visas d'études. Il se pose une question pour savoir est-ce que ces modalités concernent uniquement les visas d'études et que les visas visiteurs ne seront pas touchés. Donc, si on comprend bien dans ce sens-là, la question, elle dit que pour les visas visiteurs, ça devient plus facile, différemment aux visas d'études. Est-ce que c'est le cas?
Parfait. Alors, pour répondre à cette question, ces mesures sont spécifiquement pour les étudiants internationaux. Cependant, pour les autres catégories, il y a plusieurs politiques aussi, parce que là, on parle que des étudiants. Il y a plusieurs catégories. Pour les personnes détenant un permis temporaire, là, on voit, il y a les visiteurs, il y a les étudiants, il y a les travailleurs, permis de travail fermé. Il y a plusieurs types de catégories dans ce sens-là. Donc, c'est au moins les mesures dont on fait allusion, c'est uniquement pour les étudiants. Pour parler, si ça devient facile pour les visiteurs, non, je ne dirais pas que ça devient facile parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, parce que tout dépend de votre profil. Parce que là, on peut dire que ça devient compliqué pour la moyenne, mais si vous avez un très bon profil et vous avez toujours la chance de venir au Canada, comme Kevin l'a mentionné, le Canada n'a pas fermé la porte du tout à l'immigration. Une chose qui est basiquement impossible parce que le Canada, depuis qu'il est Canada, il a toujours besoin des immigrés. Ça, c'est certain. Donc, c'est dépendamment de votre profil. Et si vous n'êtes pas éligible pour un visa d'études, je ne pense pas qu'avec les conditions que vous pourriez être éligible pour un visa visiteur. Mais ça aussi, ça dépend vraiment du cas par cas et du profil. Mais au moins, ce qui est certain, selon les informations à date, les délais de traitement, un visa visiteur, ça prend plus d'une année, en fait, pour le Congolais. Donc, alors que pour le Congolais aussi, le visa d'études, c'est moins de temps. Donc, il y a plusieurs éléments à considérer et ça ne serait pas dire ça c'est facile, ça c'est difficile. Ça serait trop simpliste de dire ça comme ça. Merci beaucoup, Jonathan. Je reviens directement à Kevin parce que Jonathan, vous nous avez décortiqué en tout cas tous les points. Ça nous donne un peu de mise à jour. Alors, Kevin, comment RDC Études envisage soutenir les étudiants internationaux dans cette période de transition avec la nouvelle politique migratoire pour les étudiants étrangers? Oui, merci beaucoup, Aimé, pour cette question. Elle est très pertinente. Déjà, je commence d'abord par remercier Jonathan, qui est mentor et puis un consultant à l'immigration canadienne pour nous avoir donné toutes ces précisions concernant cette nouvelle réforme de l'immigration Canada. Alors, étant donné que l'immigration Canada a mis en place de nouvelles réformes qui touchent justement les étudiants internationaux, et Jonathan nous a fait savoir que nous a expliqué quels sont les impacts que ces nouvelles réformes auront sur les étudiants internationaux au Canada, ainsi que les étudiants internationaux qui envisagent aller poursuivre leurs études au Canada. Alors, nous, également, en tant qu'entreprise qui aide, qui accompagne les étudiants dans leur projet d'études, qui accompagne les étudiants dans la réalisation de leur projet d'études, nous avons également pu accompagner plusieurs étudiants qui souhaitaient aller étudier au Canada, qui d'ailleurs présentement sont étudiants au Canada. Mais en dehors de ça, nous avons quand même beaucoup d'étudiants aussi qui souhaitent jusqu'à présent aller étudier au Canada. Avec les questions que nous avons reçues en commentaire, nous pouvons déjà ressentir l'inquiétude de ces étudiants-là. Alors, nous, en tant qu'RDC Études, en tant qu'entreprise, en tant que plateforme qui accompagne les étudiants, tout ce que nous pouvons leur dire, c'est premièrement de ne pas s'inquiéter. Parce que c'est vrai que nous aussi, en tant qu'accompagnateurs de ces étudiants-là, nous avons quand même été touchés aussi par ces mesures-là. Alors, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire premièrement d'abord pour aider ces étudiants-là? Surtout, je commence vraiment, j'insiste sur ceux qui envisagent aller étudier au Canada. Alors, la première des choses que nous, RDC Études, en tant que plateforme, qui a pour but d'accompagner ces étudiants-là à avoir accès à une éducation de qualité et d'aller étudier au Canada, la première des choses que nous allons faire, c'est de nous assurer premièrement de fournir des informations claires et à jour sur les nouvelles règles, les nouvelles régulations de l'immigration au Canada. Et d'ailleurs, à travers ce live, c'est vraiment l'objectif derrière ce live
premièrement, de fournir toute l'information claire et à jour. Cette mise à jour date du 24 janvier, donc il y a 2 jours seulement, et nous voilà ici en live en train de partager cette information avec les étudiants. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est vraiment de mettre à jour, de continuer à mettre à jour, à informer les étudiants, particulièrement les étudiants qui souhaitent aller étudier au Canada. Donc, nous allons mettre toutes ces informations-là à disposition de ces étudiants-là afin qu'ils soient déjà au courant. Alors ça, c'est un élément très important puisque l'information, c'est quelque chose de très important pour une personne qui envisage déjà, qui a un projet d'aller poursuivre ses études dans ce très grand et beau pays qu'est le Canada. Beaucoup, nous assistons à l'ère du numérique, des réseaux sociaux où la désinformation bat son plein. Et RDC Études, en tant qu'une entreprise, RDC Études, avec le souci que nous avons d'accompagner, de permettre aux étudiants de réaliser leur projet d'études, justement, ce qu'on va faire premièrement, c'est fournir de l'information. Alors, j'invite déjà tous ces étudiants-là qui nous suivent, tous ces étudiants qui ne nous suivent pas encore, de rester connectés sur tous les canaux de communication, nos réseaux sociaux, notre site web, le www.rdcetudes.com, à travers toutes nos pages, à travers nos réseaux sociaux, de rester connectés pour avoir l'information sûre et à jour. Je rappelle encore une fois que ces nouvelles mesures ont été publiées il y a 2 jours seulement et aujourd'hui, RDC Études est déjà là pour fournir. Alors, en dehors de l'information, RDC Études sera également là pour continuer d'assister les étudiants. Alors, assister les étudiants, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous ne comprenez pas, il y a des étudiants qui, aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un communiqué, on nous a dit qu'au Canada, on refuse les étudiants. Au Canada, ça va être difficile d'aller étudier au Canada. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pour savoir d'abord, premièrement, pour comprendre, parce qu'on peut vous passer l'information, mais nous ne sommes pas sûrs et certains que l'information a été bien reçue ou l'information a été comprise. Voilà pourquoi l'utilité d'avoir un live, mais si même ceux qui n'auront pas la possibilité de suivre ce live pourront toujours contacter l'équipe d'assistance de RDC Études afin que l'équipe d'assistance de RDC Études puisse nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, de mieux comprendre par rapport à leur situation, par rapport à toutes ces mesures. RDC Études sera toujours là pour vous expliquer, pour vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit réellement. Et en dehors de ça, nous serons toujours là pour continuer d'orienter. Alors, ça fait quand même 5 ans aujourd'hui que RDC Études ne cesse d'accompagner les étudiants dans leurs projets d'études dans plusieurs pays dans le monde, dans les plus grandes universités, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie. Alors, pour ce qui concerne le Canada, nous serons toujours là pour vous orienter sur de nouvelles alternatives. On a des questions qui nous reviennent très souvent. Il y a des étudiants qui, en ce moment ici même, sont en cours de procédure, donc qui sont dans cette procédure-là pour aller poursuivre leurs études au Canada. Alors, pour tous ces étudiants-là, nous serons toujours là pour vous orienter, pour vous donner l'orientation qu'il faut. Puisque ces mesures, comme Jonathan venait de le préciser tout à l'heure, le Canada n'interdit pas, le Canada ne refuse pas le Canada ne refuse pas les étudiants internationaux, mais seulement compte tenu de la situation, compte tenu du fait qu'il y a un nombre vraiment élevé des étudiants internationaux, alors ils essaient de limiter un tout petit peu pour stabiliser. Alors nous, RDC Études, nous allons continuer à orienter et aider ces étudiants-là. Quelles que soient les nouvelles mesures qui ont été prises par l'Immigration au Canada, notre rôle restera toujours d'orienter les étudiants afin de mieux s'adapter à ces mesures-là. Aujourd'hui, on nous parle Jonathan nous a parlé
l'attestation provinciale. Aujourd'hui, il faudrait que, avant de faire votre demande de permis d'études, peu importe la province dans laquelle vous allez étudier au Canada, vous aurez besoin d'une attestation provinciale. Et justement, le meilleur endroit pour avoir toutes les informations sur comment faire pour être accepté dans telle ou telle province pour aller poursuivre ses études au Canada, RDC Études sera toujours là pour vous assister, pour vous accompagner. Et ça, comme nous l'avons toujours dit, de façon honnête, de façon transparente et de façon à vous servir. Alors, en dehors de ça, puisque ces nouvelles régulations du gouvernement Canada touchent également les étudiants qui sont sur place au Canada, des étudiants qui étudient déjà en ce moment ici au Canada, étant donné que RDC Études a accompagné plus de 50 étudiants pour leur démarche d'études pour le Canada. Nous pensons que ces étudiants-là, nous n'allons pas les abandonner non plus, puisque c'est vrai qu'ils sont déjà au Canada. Mais ces réformes-là, Jonathan nous a parlé du permis de travail post-diplôme qui, aujourd'hui, par exemple, n'est plus ouvert à tous les étudiants. Aujourd'hui, on parle de permis de travail ouvert pour les conjoints des étudiants qui étudient déjà. Alors, tout ça, quand bien même les étudiants sont déjà au Canada, notre rôle RDC Études sera de continuer de les accompagner au Canada pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire en tenant compte de nouvelles régulations de l'immigration au Canada. Et aussi, en dernier lieu, je pense que ça c'est super important, la sensibilisation. Sensibiliser les étudiants. Beaucoup d'étudiants ont un projet d'études, peut-être pour aller étudier au Canada, mais vraiment derrière ce projet-là, souvent c'est l'immigration en permanence qui est visée. Alors, nous, RDC Études, nous continuerons toujours à sensibiliser les étudiants qui veulent réellement aller étudier au Canada, à continuer à les sensibiliser afin qu'ils puissent comprendre quelles sont les implications. Si aujourd'hui, moi, étudiant congolais, je souhaite aller étudier au Canada, ben, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça implique? RDC Études est là pour répondre à vos questions. Et j'aimerais ça aussi dire quelque chose de super important. RDC Études offre un accompagnement psychologique, puisqu'on comprend que ces genres de changements subis comme ça, on se réveille un bon matin, l'immigration dit, ben, bon, notamment comme nous avons beaucoup d'étudiants étrangers, on va essayer de réduire un tout petit peu les nombres afin de permettre à ces étudiants de se stabiliser. Écoutez, ça pourrait avoir des conséquences psychologiques pour un étudiant qui avait déjà bien établi son projet d'aller étudier au Canada. Ben, écoutez, RDC Études sera toujours là pour offrir aussi cet accompagnement-là psychologique afin d'aider justement ces étudiants qui sont déjà dans la procédure à faire face à ces défis émotionnels. Alors, pour ne pas être très long, j'aimerais vraiment faire un appel à tous les étudiants congolais et éviter la désinformation. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de structures mal intentionnées qui peuvent profiter de ces changements de l'immigration pour les expliquer d'une façon à désorienter les étudiants pour leur permettre de faire des profits. Alors, halte à la désinformation. Si vous avez besoin des informations claires, des informations sûres, pour ce qui concerne les études au Canada, ben, bien évidemment, je vous recommande toujours de venir auprès de RDC Études pour avoir les meilleures informations et les informations claires. Alors, avant de chuter, nous avons reçu une question tout à l'heure là, de quelqu'un qui avait posé la question, ben, est-ce que ça concerne également, est-ce que ces mesures-là, ces régulations-là concernent également d'autres types de visas? Alors, Jonathan est avec nous, c'est un spécialiste en immigration au Canada. En tout cas, je pense qu'il sera toujours là pour répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, ici, vraiment, c'est pour tout ce qui concerne
les études pour ceux qui veulent aller étudier. Alors, je pense qu'à la fin, peut-être le modérateur Aimé va pouvoir glisser un mot par rapport à ça pour toutes les personnes qui aimeraient avoir plus de précisions sur les changements, les régulations en termes de, enfin, les régulations en ce qui concerne d'autres moyens d'immigrer au Canada. Je pense que le modérateur va vous recommander vers Jonathan qui est expert en matière d'immigration au Canada. Donc. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces réponses à toutes les commentaires. Parce que le plus important pour procéder dans toute chose, il faut avoir les bons choix, surtout pour les étudiants congolais. Essayez un peu de savoir, RDC Études met à votre disposition un site gratuit où vous avez toutes les informations possibles, où vous pouvez discuter avec les mentors, vous poser des questions avant de commencer, parce qu'une fois que vous aurez commencé votre démarche, ça serait vraiment compliqué parce qu'il y a des modifications qui se font chaque jour. Jonathan nous l'avait dit, il y a des informations qui se font chaque jour, il y a des changements. Alors, il faut être au top des informations avant de procéder. Alors, RDC Études, justement, avec le mentor, avec les experts, ils sont là tout simplement pour vous guider et vous donner les informations complètes avant de commencer vos démarches. Alors, j'avais une question aussi, en tout cas très intéressante, que je viens de lire ici de Ludovic. Ça, je vais les diriger d'abord premièrement à Jonathan étant qu'expert en immigration et aussi à Kevin étant que mentor. Alors, Ludovic pose que faire concrètement pour maximiser les chances? Quels sont les profils idéaux actuellement dans les demandes permis d'études? Alors, j'aimerais d'abord commencer par Jonathan. Étant qu'expert, quels conseils il pourra peut-être donner? Et je vais également, cette question va également chez Kevin, étant que mentor, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les profils et aussi quelles sont les mesures qu'on doit adopter pour maximiser les chances. Je commence avec Jonathan. Parfait, donc ça c'est une bonne question. Alors, pour savoir le profil idéal pour le permis d'études, il n'y a pas une réponse directe ou il n'y a pas une liste des éléments. Considérons que le permis d'études, c'est un concept très vaste en immigration. Un enfant de l'école primaire peut avoir le permis d'études, de l'école secondaire, du premier cycle, de la maîtrise et du doctorat. Vous voyez, donc le permis d'études englobe tout ce monde, toute personne qui vient au Canada pour une formation de plus de 6 mois, selon la loi, est obligé d'avoir un permis d'études. Ça, c'est à la base, selon la loi. Donc, dépendamment de chaque point, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir pour une formation rapide de 7 mois, il a besoin d'un permis d'études. Et les conditions seront différentes pour une personne qui vient pour tout un cycle. Ça, c'est au moins un point clair. Cependant, en moyenne, d'abord par rapport à la plupart des gens qui nous assistent, pour les étudiants de premier cycle, pour avoir beaucoup plus de chances de maximiser les chances et tout, déjà un bon profil académique s'avère très important pour avoir l'admission. D'autant plus qu'avec la limitation des nombres, tout, ça devient compliqué d'avoir une admission dans une institution. Et puis une autre chose à considérer, le système de points. Dans d'autres pays, un étudiant peut avoir une moyenne de 50% pour passer les niveaux. Alors, ça, c'est un point important. Alors, déjà, normalement, si vous avez du mal à avoir une admission, ça serait compliqué d'envisager d'autres éléments. Donc, ça, c'est un point hyper important à la base. Un très bon profil académique. Si vous avez la possibilité d'avoir 90% toujours de moyenne, ça, c'est l'idéal en tout cas. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'il y a l'admission, présentement, on parle de la lettre au Québec. Si on est au Québec, il faut d'abord avoir un CAQ. Dans d'autres provinces, il n'y a pas de CAQ. Et puis, le CAQ, on exige la preuve financière des ressources financières. Et puis, bon, l'immigration canadienne, au mois de décembre, ils ont actualisé les éléments, le fonds à avoir. Donc, je dirais en moyenne, je crois qu'il y a une vidéo même que Kevin aussi a eu à produire par rapport à ça avec plusieurs détails bien précis avec des chiffres. Donc, en valeur canadienne, outre le montant de frais d'une année, vous devez avoir aussi autour de 20 600 $, je crois. Ça, c'est le minimum, en fait. Donc, si on peut dire en moyenne, on dirait autour de 50 000 $ canadiens dans le compte, en moyenne. Donc, ça, c'est en termes de fonds pour les CAQ déjà.
Et puis, pour aller chercher l'attestation, là, maintenant, un point encore important, dépendamment du type des institutions, on doit être d'accord sur ça. Quelqu'un qui va étudier à l'Université de Toronto et quelqu'un qui va étudier dans un collège Sénéca, c'est pas la même chose, même du point de vue de l'immigration. Donc, ce qui fait que les choix des institutions aussi pèsent beaucoup pour maximiser les chances. Donc, plus vous avez une institution de prestige, ça serait mieux. Alors, les institutions de prestige, on est d'accord qu'il y a encore plus d'exigences pour avoir une admission là-bas. Mais au moins, pour maximiser les chances, l'idéal, ça serait cibler les institutions de prestige. Une fois qu'on a la lettre, l'attestation de la province, et puis la dernière chose, c'est le permis d'études. Alors, le permis d'études, la demande au niveau de l'immigration, il y a plusieurs éléments à considérer. Donc, votre profil d'abord. Votre profil est très important. Comment les études seront financées, ça aussi c'est très important. Pour un étudiant qui est jeune et tout, qui ses parents vont prendre en charge et tout, c'est encore plus simple que quelqu'un qui, si vous-même vous travaillez et tout. Bref, ça c'est encore, ça dépend du cas par cas, mais la source de financement doit être claire avec des informations concises. Et puis un autre élément, comme j'ai mentionné, que pour le cas congolais, par exemple, on parle des étudiants congolais, on est, comparé avec d'autres pays, on est un peu mal parti, d'autant plus qu'il y a plusieurs des éléments qui sont déjà en notre défaveur. Les éléments là, si je peux encore répondre, le nombre d'asiles élevés de personnes d'origine congolaise qui sont au Canada, le nombre des interdictions des territoires suite à des fausses déclarations, tout cela dans le système, vu que les demandes sont d'abord traitées électroniquement là, et puis l'agent voit les résultats du système, ça va affecter. Ce qui fait en sorte qu'il faudra avoir un peu de points au-dessus de la moyenne. Même de moyenne, si l'immigration existe 50 000, je vous suggère d'avoir le plus, en fait. Parce que si déjà vous allez en moyenne, bon, en tout cas en termes de chances, il y a moins de chances, quoi. Ça, c'est pour le premier cycle. Pour le cycle supérieur, c'est encore un peu, je dirais, plus simple, d'autant plus que pour le doctorat, il y a plusieurs subventions de bourses qui viennent. Pour la maîtrise, il n'y en a pas trop, mais dépendamment de chaque prof, et moins pour le doctorat, c'est un peu plus simple. Mais encore, pour ce genre de programme, les exigences sont encore très élevées. Donc, c'est pas plus simple pour avoir l'admission, pour avoir cela. Ça exige un peu beaucoup de choses. Donc, je pense que ces points-là, ces éléments pour le permis d'études, je crois que ça peut aider les personnes qui nous suivent là à se faire une idée quelles sont pour maximiser les chances. Et puis, comme Kevin l'a dit, et puis je crois, Yémi, vous l'avez mentionné aussi, il ne faut pas attendre parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va changer. Au moins, ce qui est certain, la loi d'immigration au Canada subit constamment des changements. Et ce sont des changements considérables qui affectent. Donc, demain, on ne sait pas quel autre changement. Et puis là, comme je vous ai dit, on ne parle que des étudiants d'un seul volet. Il y a plusieurs autres volets de personnes temporaires. Par exemple, le Québec vient d'annoncer qu'ils vont aussi limiter des personnes, des travailleurs temporaires. Donc, il y a plusieurs changements, ce qui fait que vous pouvez venir aussi comme étudiant si vous avez le désir, vu que le Canada offre cette possibilité de rester après vos études, puis de vouloir appliquer pour la résidence permanente. Il y a eu énormément aussi de changements sur tous ces points-là. Donc, dépendamment de chaque profil, c'est toujours bien, comme Émile vous l'avez mentionné, de mieux s'informer, d'avoir de très bonnes informations avant de vous engager pour la suite. Merci, merci beaucoup, Jonathan. Cette question va de même aussi chez Kevin, en fait, pour savoir, étant que mentor, que faire concrètement pour maximiser les chances? Et puis, quel est le profil idéal actuellement pour les visas d'études? Quels sont les profils idéaux et comment se préparer? Oui, merci Aimé pour la question. Mais je pense que Jonathan a quand même été assez clair pour dire que le permis d'études, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. Mais il est vrai que nous, RDC Études, de notre côté, nous avons plus accompagné les étudiants du cycle universitaire, donc le premier cycle et généralement, mais très rarement aussi le deuxième cycle. Bon, généralement le deuxième cycle et très rarement le troisième. Alors, pour ce qui est du profil qu'il faut avoir,
Et justement, ça fait partie aussi, c'est également l'une des tâches que nous, en tant que mentors RDC études, nous faisons. Donc, nous vous permettons d'abord, en tant qu'étudiant, quand vous arrivez, de comprendre quel est votre profil, et c'est en fonction de ça que nous, on va essayer ensemble avec l'étudiant de revoir son projet et vraiment de faire en sorte qu'il corresponde au profil qu'il faut pour aller étudier au Canada. Mais en ce qui concerne les nouvelles régulations de l'immigration, il faut qu'on se le dise clairement. Hein, aujourd'hui, ça devient encore plus exigeant. Si avant, bon, il fallait avoir, il faut remplir telle ou telle condition, il faudrait avoir les moyens qu'il faut pour aller étudier au Canada. Alors, cette fois-ci, ce qu'il faudrait faire, c'est surpasser. C'est-à-dire, premièrement, les universités seront désormais très exigeantes, puisque si ces mesures sont aujourd'hui là, c'est généralement parce que les universités canadiennes ont accepté beaucoup d'étudiants. Alors, cette fois-ci, il faudrait que nous puissions nous attendre au fait que les universités deviennent encore plus exigeantes. Puisque s'il faudrait réduire le nombre d'étudiants internationaux par année, alors les universités aussi tiendront compte de ça et seront encore plus exigeants. Alors, à tous les étudiants, par exemple, qui sont encore au secondaire en ce moment ici, alors, c'est très important déjà d'avoir un bon parcours scolaire. C'est-à-dire quoi? Vous devez comprendre que c'est important de travailler dur, d'avoir d'excellents résultats pour être en mesure d'être facilement accepté par les universités. Et pour ceux qui sont déjà à l'université en ce moment ici, alors vous devez savoir que le parcours universitaire également joue un rôle important. Les résultats universitaires jouent un rôle important dans le traitement des demandes d'admission auprès des universités canadiennes. Donc, j'inviterai vraiment les étudiants qui sont actuellement déjà à l'université, qui ont commencé l'université ou qui ont déjà finalisé une ou quelques années universitaires, en tout cas de pouvoir aussi faire comme les élèves qui sont encore au secondaire. Essayez de travailler dur et d'augmenter surtout votre moyenne universitaire. Essayez de travailler encore dur pour rester compétitif. Vous voyez, aujourd'hui, les universités, comme j'ai dit, vont encore resserrer les exigences. Et si vous vous ramenez là-bas avec des résultats pas suffisants, pas convaincants, et ça vous donne déjà, vous perdez des chances d'être admis dans les universités. Alors, pour les étudiants qui ont déjà, supposons, fini leur parcours universitaire, qui veulent aller pour le deuxième cycle, supposons, c'est vrai, il peut y arriver que votre profil ne corresponde pas parce que le résultat obtenu, par exemple, la moyenne obtenue à l'université ne vous permet pas d'avoir une admission. Écoutez, il y a beaucoup de compétences que vous pouvez obtenir. Allez faire des stages professionnels, allez acquérir de l'expérience de travail, allez faire des formations supplémentaires en lien avec le domaine que vous envisagez faire. Toutes ces choses-là peuvent vous permettre de maximiser, premièrement, les chances pour être admis dans les universités. Alors, pour ce qui est des exigences de l'immigration, Jonathan l'a souligné également tout à l'heure, essayez de surpasser. Parce que si l'immigration, supposons, vous dit que vous avez besoin, l'immigration vous dit que vous avez besoin de prouver que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins, de prendre en charge les séjours. Alors, il faut toujours essayer de surpasser, montrer qu'on est vraiment en mesure. Voilà pourquoi le conseil en tant que mentor que je donne, c'est vraiment de se préparer, de très bien se préparer avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir se lancer dans cette procédure. Premièrement, il faudrait se préparer. Préparer votre profil, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour être admis dans les universités. Vous préparez également financièrement, parce qu'il faudrait quand même mettre de côté assez d'argent, puisque si les universités aujourd'hui auront besoin de moins d'étudiants,
Et la conséquence pourrait être que les frais de scolarité pourront encore augmenter. Et pour ça, il faut se préparer financièrement, il faut se préparer, il faut préparer son profil. Donc ça, ce sont des conseils que vous pouvez avoir auprès des mentors RDC Études. Alors, c'est très important. Aller étudier au Canada est un grand projet avec les nouvelles régulations, nouvelles règles, nouvelles mises à jour de l'immigration. Il faut aussi changer cette façon-là de se préparer pour son projet. Alors, les mentors RDC Études sont toujours là, seront toujours disponibles pour vous aider à vous adapter, comme on a dit, à ces changements-là, de vous préparer afin d'avoir les meilleurs profils. Hein? Nous n'allons pas ici vous promettre que vous aurez le top de profil, vous serez obligatoirement accepté au Canada, mais nous pouvons quand même vous aider à travailler sur votre profil afin de vous permettre de répondre à au moins 8 sur 10 aux exigences de l'immigration canadienne en ce moment ici. Merci beaucoup, Kevin. Je voulais savoir tout simplement, parce que c'est une question qu'on vient de poser tout à l'heure, mais en attendant, parce que j'aimerais tout simplement la poser directement à Jonathan, qui vient de nous rejoindre encore une fois sur place. Alors, est-ce qu'avec les services d'accompagnement, est-ce que nous avons un service d'accompagnement post-diplôme? Parce qu'il y a eu ce changement qui va exister dans ce sens-là. Et aussi, est-ce que nous pouvons faire les demandes des résidentes permanentes? Parce qu'il y a certainement des étudiants qui sont sur place, qui ont déjà avoir terminé certainement leurs études. Alors, quel conseil donner à ces genres d'étudiants, mais également comment procéder? Parfait. Alors, ça, c'est une bonne question. Déjà, normalement, le concept de permis post-diplôme et la résidence permanente, il y a plusieurs éléments à considérer. Déjà, dépendamment si la personne est éligible à ça, c'est pas tout étudiant qui automatiquement a accès au permis de travail post-diplôme, ni encore moins de la résidence permanente. Il y a plusieurs points à considérer. D'abord, pour le permis d'études post-diplôme, il faut d'abord respecter les conditions d'un étudiant. Il y a plusieurs éléments, beaucoup d'étudiants, des fois, ils ignorent. Je peux donner un exemple. Le fait de rester au Canada plus de 150 jours sans étudier, sans avoir un congé autorisé de l'institution, là, ça vous met en sorte que vous ne respectez pas les conditions. Ce qui fait que même le permis de travail post-diplôme, vous ne serez peut-être pas éligible à ça. Donc, ce qui fait qu'à la base, il faudra d'abord analyser le profil, en fait, de la personne. Donc, par rapport à ça, si la personne respecte, ça c'est pour le permis post-diplôme. Pour la résidence permanente, c'est encore autre chose. Il y a énormément de changements. Et puis le Canada, en étant un pays fédéral, chaque province d'abord a des programmes, et puis des programmes au niveau fédéral. Alors, il y a plusieurs exigences. C'est pas aussi quelque chose, une garantie, le fait d'étudier au Canada, que vous aurez forcément une résidence permanente. Non, il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici, ils ont étudié, et ils ont eu le permis de travail post-diplôme et puis ils n'ont pas la résidence permanente. Et puis ils doivent rentrer chez eux. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans tout ça là. L'idéal, c'est comme on a dit là, d'abord s'informer, d'avoir une très bonne information et se préparer face à ça. Parce que si on a de bonnes informations, nos décisions seront basées sur ça. Surtout pour ceux-là qui viennent ici. Je rencontre beaucoup de gens au Canada, des étudiants surtout. Ils viennent, bon, ils n'ont pas d'informations et puis bon, ils se livrent à beaucoup de choses qui compliquent par la suite leur situation. Et malheureusement, du point de vue immigration, et la plupart, ils se retrouvent dans des situations un peu compliquées. Alors, tout ça là aussi, comme on a dit, ça affecte même les autres étudiants qui aimeraient venir par la suite, d'autant plus que l'étudiant n'a pas respecté les conditions d'études et puis il aimerait changer de statut. Et en faisant d'autres stratégies, comme la plupart, ils demandent l'asile et qui ne sont pas des demandeurs d'asile conformes à la Convention, donc compte tenu de leur profil. Bref, il y a vraiment un ensemble de choses. Alors, pour certaines informations, donc, la personne, comme les personnes qui sont ici et tout, ils pourront vous contacter, vous pouvez leur passer mon contact, je pourrais leur donner certaines informations par rapport à tous ces éléments-là. D'autant que ce sont vraiment des concepts très complexes et ça serait très simpliste de donner des informations très détaillées qui
peut-être ne vont pas s'appliquer à leur profil. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Pour chuter, il y a Gabriela qui revient, Gabriela Mapepe qui revient encore avec une question pour savoir si une personne qui vient avec un visa tourisme, peut-tu faire une demande d'asile? Bon, ça, c'est une question importante. Alors, comme j'avais mentionné, beaucoup de gens, l'Immigration Canada a constaté que depuis la fermeture du chemin Roxham, qui est le passage entre les États-Unis et le Canada, le nombre de demandeurs d'asile au Canada a augmenté. La plupart de ces demandeurs d'asile, ils viennent au Canada avec soit un permis d'études, soit un permis de travail, soit un visa visiteur. Donc, ces personnes, quand ils viennent, ils demandent l'asile. L'asile, à la base, ça, c'est un autre concept aussi. Donc, s'il faut d'abord comprendre, toute personne peut faire la demande d'asile, indépendamment du statut que vous avez. L'asile, c'est quelqu'un qui, sur base de plusieurs raisons, il a des motifs raisonnables pour craindre sa vie. C'est ça. Donc, ça, c'est un droit que tout humain, toute personne a ça. Dépendamment de chaque condition et tout, il y a d'autres personnes même, la loi l'autorise, d'autres personnes, suite à plusieurs dangers, ils peuvent même utiliser d'autres identités parce qu'ils ont des motifs raisonnables par rapport à leur danger, leur vie est en danger, et ils arrivent dans un pays comme au Canada et puis ils demandent l'asile. Donc, l'asile, c'est légitime pour toute personne qui se trouve en danger dans une situation, dans un pays quelconque. Donc, ça, c'est certain. Alors, pour dire qu'un demandeur d'asile, quelqu'un qui a un visa visiteur peut demander l'asile, bon, si tu viens au Canada pour visiter, l'objectif de ta visite, c'est de visiter. Il faut visiter. Alors, si la personne a un visa visiteur et qu'il a des motifs raisonnables de craindre à sa vie et qu'il veut demander l'asile, ça, c'est un droit que la Convention des Nations Unies de Genève donne le droit là à tout humain, en fait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces précisions, en tout cas. Alors, il y a plusieurs questions, mais si on voit avec les temps qu'on a, on ne pourrait jamais finir. Alors, si vous avez des questions, si vous avez besoin des informations pour savoir sur la nouvelle politique migratoire de l'immigration, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas tout simplement aussi à poser vos questions parce que Jonathan pourrait toujours revenir en discutant sur chat sur vos questions, commenter et partager et contacter directement aussi les mentors RDC Études pour en savoir plus. Sinon, nous remercions Jonathan qui va peut-être bientôt nous quitter. Il y aura encore des petites questions qu'on va conclure avec Kevin pour clôturer notre live d'aujourd'hui. Jonathan, merci beaucoup pour la participation. Merci. Et vous allez certainement peut-être nous revenir pour des questions qui seront à commentaire pour répondre au mieux à nos clients. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons notre live. On ne va pas prendre beaucoup de minutes. On intervient tout simplement aussi avec Kevin parce que vous avez tout simplement dit qu'il faut avoir de bonnes informations. Il faut tout simplement contacter RDC Études. Quel est le service que vous offrez tout simplement pour contrer ou bien pour préparer les étudiants à pouvoir se préparer, à pouvoir avoir les informations compte tenu de ces réformes de l'immigration canadienne? Oui, merci beaucoup, Monsieur Aimé, pour cette question très importante. Alors, compte tenu des situations actuelles, compte tenu de toutes les réformes de l'immigration au Canada, alors je pense que nous avons un service phare quand même, un service que nous proposons, que nous avons toujours proposé aux étudiants, c'est le service de consultation. Alors, pourquoi nous offrons ce service-là de consultation? Puisque si vous avez besoin de l'information, nous vous la fournissons, nous vous la fournissons gratuitement, bien évidemment, comme je l'ai souligné tout au début. Nous avons toutes nos plateformes sur lesquelles vous trouverez toutes les informations, toutes ces mises à jour. Vous avez également notre site web, le www.rdcetudes.com, où vous pouvez trouver toute l'information. Mais une fois que vous avez l'information, alors, il se pourrait que vous ne compreniez pas, pas que vous ne comprenez pas, il se pourrait que vous ayez besoin de plus de détails et plus de précision pour ce type d'information. Alors, ce service de consultation vous permet de vous adresser
de discuter directement avec un mentor, vous pouvez nous retrouver. Le service de consultation peut se faire en ligne ou peut se faire physiquement à nos bureaux, sur rendez-vous avec un de nos mentors. Et en dehors de ce service de consultation, bon, toujours dans le service de consultation, en dehors de l'information, vous avez besoin, comme j'ai souligné tout à l'heure, de travailler sur votre profil étudiant. Vous voulez savoir comment je fais. Je prends un exemple d'un étudiant qui a déjà achevé son cycle universitaire, qui a un diplôme, qui est détenteur d'un diplôme de licence et qui souhaite aller étudier, par exemple, mais que sa moyenne n'est pas bonne pour avoir une admission dans une université canadienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Le service de consultation, vous prenez une consultation avec RDC Études, un mentor vous explique dans quelle mesure, quelles sont les alternatives qui peuvent s'appliquer à vous pour justement remplir ces exigences-là, par exemple. Et en dehors de ce service de consultation, bien évidemment, nous avons nos services d'accompagnement, l'accompagnement admission, où nous vous aidons à obtenir une admission, donc généralement dans les plus grandes universités partout au monde. Mais étant donné que le contexte actuel, nous parlons du Canada, le service d'accompagnement admission vous permet justement de pouvoir vous faire accompagner par un mentor qui vous permet premièrement de faire une analyse de votre dossier. Ben, c'est vrai, un étudiant avec une moyenne, un étudiant ayant fini son cycle universitaire ici en RDC, ben, il y en a beaucoup que nous avons rencontrés comme ça, qui ne savent même pas quelle est ma moyenne. Comment ça se calcule une moyenne pour faire l'équivalence du système de cotation au Canada? Vous avez besoin de vous faire accompagner pour ça, par exemple. Vous avez besoin de savoir, mais dans quelle université je pourrais avoir le plus de chances d'être accepté. Vous avez besoin de prendre notre service d'accompagnement à admission où, ensemble avec le mentor, vous réfléchissez, vous faites le choix d'une université qui correspond à votre profil, dans lequel les exigences vous permettent d'être accepté facilement. Donc, nous avons un service d'accompagnement admission, un meilleur service où quelqu'un ne fait pas une admission à votre place, mais quelqu'un vous aide. Un mentor vous aide à trouver l'université qui correspond à votre profil. Un mentor vous aide et vous apprend comment est-ce que vous pouvez vous-même aller faire votre demande d'admission. Et ce service-là, justement, l'assistance admission, donc vous permet de vous habituer avec, de vous mettre en lien, en relation directe avec l'université de votre choix que vous aurez choisi ensemble avec avec l'assistance d'un mentor. Alors, en dehors de ce service-là, nous avons des services qui existent déjà, comme par exemple obtenir votre certificat d'acceptation au Québec. Mais qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça prend? Comment ça se fait? RDC Études offre également un service d'accompagnement CAQ, généralement pour les étudiants qui envisagent d'aller étudier dans la province du Québec au Canada. Et le service d'accompagnement pour présenter votre demande de permis d'études. Je souhaiterais être beaucoup plus clair par rapport à ce service-là, c'est que RDC Études ne fait pas de demande de permis d'études à votre place. RDC Études vous accompagne tout au long de cette procédure. Et cette procédure-là demande quand même certaines compétences que certaines personnes n'ont pas généralement. Comment créer, par exemple, sa demande en ligne. Aujourd'hui, avec le numérique, tout se fait généralement en ligne. Et RDC Études, dans son service d'accompagnement, vous permet d'acquérir ces compétences-là, d'être en mesure de pouvoir créer une demande en ligne, déposer une demande en ligne, soumettre une demande en ligne, faire le suivi de sa demande. Et généralement, toutes ces choses-là, comme j'ai dit, requièrent quand même des compétences techniques que RDC Études pourra justement vous fournir. Alors, une fois que vous avez été accepté, que vous avez obtenu
une acceptation, un avis favorable pour votre demande de permis d'études. Vous devez justement vous préparer pour aller voyager au Canada. Différemment de ce que font les autres qui vous accompagnent, vous obtenez votre visa et allez vous débrouiller là-bas. Ce qui se passe après ne nous intéresse pas. Alors, RDC Études offre également un accompagnement qu'on appelle l'accompagnement voyage. Et en quoi sort cet accompagnement-là? Bien évidemment, vous préparez à votre voyage. Comment ça se passe? Comment préparer, réserver un logement au Canada? Puisque d'ailleurs, nous en parlons tout à l'heure. Il y a une pénurie de logements au Canada, mais comment RDC Études vous aide, malgré la pénurie de logements, à trouver quand même un logement au Canada? Et RDC Études vous aide également aussi à vous préparer. Il y a quelque chose de très important, c'est que beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent face à l'agent de l'immigration au Canada, ne savent plus se débrouiller, ne savent pas répondre comme il se doit aux questions qui leur sont posées par un agent de l'immigration. Alors, le service d'accompagnement au voyage de RDC Études, justement pour le Canada, vous permet de mieux vous préparer pour aller étudier au Canada, de comprendre comment fonctionne l'université, de comprendre qu'est-ce que je fais une fois que j'arrive au Canada, comment je fais pour étudier là-bas, comment se passe la vie au Canada. Toutes ces choses-là, vous les saurez bien évidemment avant de voyager, et ce, grâce au service d'accompagnement voyage offert par RDC Études. Alors, quand on revient sur le contexte actuel, il nous a été dit que désormais, ce seront en plus de, avant de faire la demande de permis d'études, il faudrait être accepté par la province, par votre province de destination, la province dans laquelle vous envisagez aller étudier au Canada. Alors, pour faire cette demande d'attestation, RDC Études, nous préférons déjà vous l'annoncer, va également vous offrir un nouveau service qui vous permettra, qui vous donnera l'information sur comment être attesté, comment faire une demande d'attestation provinciale. Alors, restez connectés, restez à jour, restez branchés sur toutes nos plateformes. Une fois que ce service-là sera disponible, vous serez informés et toutes les personnes qui envisageront de présenter une demande de permis d'études après le 31 mars 2024, nous serons ravis de vous aider justement à pouvoir demander votre attestation provinciale auprès du gouvernement de la province, de votre province de destination. Merci beaucoup, Kevin, pour ces précisions. Eh bien, retenez que pour mieux commencer actuellement, vous devez certainement et très certainement avoir de bonnes informations et surtout des bonnes informations. RDC Études est là pour vous répondre. C'est la meilleure source d'information. Comme je l'ai dit, visitez tout simplement leur site. Vous allez voir qu'il y a les mini-guides gratuits dont vous allez peut-être explorer. Vous allez aussi tout simplement voir, vous allez aussi tout simplement aussi discuter avec les mentors pour vous donner toutes les précisions, pour vous répondre à toutes vos questions, surtout en ce moment où il y a réforme sur la loi d'immigration canadienne, à ce qui concerne le permis d'études. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre live captivant. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce live captivant. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les faire. Posez-le en commentaire. Notre équipe se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez tout simplement discuter avec notre mentor, n'hésitez pas à passer dans nos bureaux à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin, nouvelle galerie présidentielle, ou uniquement nous contacter via notre WhatsApp ou bien via notre numéro de téléphone ordinaire pour les appels pendant les heures de service. Merci Kevin pour avoir partagé avec vous ces échanges dans ces lives captivants. J'espère que nous avons répondu à la plupart des étudiants. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye. Merci beaucoup.